Bonjour et bienvenue à Sujet d'ouvrage, votre émission qui reçoit des personnages du monde de la littérature et découvre ensemble les nouvelles publications et sorties littéraires. Je reçois pour vous Suzanne Caminante. Elle est fondatrice d'édition Terre d'accueil et éditrice de l'ouvrage des visages de la francophonie, région du Rhum, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Elle va nous en dire plus. Dites-nous, Suzanne, comment est-ce que vous êtes venue à l'idée de créer cette maison d'édition? Je rappelle que Suzanne a vécu à son arrivée, quand elle est arrivée au Canada, elle était à Montréal. Et après, l'édition, la maison d'ouvrage a été créée à Toronto. C'est bien ça, Suzanne? C'est bien ça, effectivement, Tom. Alors, merci déjà pour cette invitation. Alors, les éditions Terre d'accueil ont été fondées en 2018. Et tout simplement, c'est parti d'un besoin de représentativité de la population immigrante, parce que moi-même faisant partie de cette partie de la population, j'ai juste constaté qu'il y avait un manque dans ce domaine-là, surtout en termes de parler positivement de l'apport des immigrants. Alors, comme tu l'as bien dit, j'ai été au Québec avant. J'ai passé 9 ans à Montréal avant de m'installer en Ontario. Alors, j'arrive en Ontario en 2016 et évidemment, c'est une nouvelle province. C'est pas forcément, il faut tout recommencer, contrairement à ce que beaucoup de personnes m'avaient dit. Mais c'était justement de voir comment est-ce que je continue à évoluer d'un plan de vue professionnel. Alors, c'est comme ça qu'en parlant avec un ami à moi, que je salue d'ailleurs, il se reconnaîtra, c'est comme ça qu'en parlant avec lui, il me met la puce à l'oreille, il me dit, mais tu as ta formation en édition, est-ce que tu penses pas que tu pourrais faire quelque chose avec cela? Et tout de suite, je mûris l'idée, effectivement, et puis j'approche des personnes qui sont déjà dans le milieu. Et c'est comme ça que les éditions Terre d'accueil voient le jour le 3 septembre 2018. D'accord. Montréal qui est plus 2018. Montréal qui est plus francophone, je dirais, pleinement francophone que Toronto. Pour toucher la cible plus de francophones. Pourquoi ce mouvement, ce déplacement de Montréal à Toronto, si c'est pas trop personnel? Ah non, il y a pas, absolument pas, il y a pas de problème. Mais en fait, avec mon mari, on avait un peu fait le tour au Québec dans le sens où professionnellement, on avait besoin d'autres choses en fait. On était arrivé un peu à des périodes de nos carrières respectives. On avait besoin de voir plus grand et l'Ontario nous offrait ces possibilités-là, en fait. Donc, c'est vraiment d'abord pour le travail qu'on a quitté. Et c'est sûr qu'en quittant, moi, je pensais pas devenir entrepreneur en m'installant en Ontario, mais c'est une opportunité qui s'est juste présentée à moi. Donc, c'est l'environnement que tu as, en fait, tu as vu l'environnement se présenter, l'environnement présentait des opportunités pour toi et tu décides de t'y lancer. Surtout que tu as étudié, je veux dire, tu as fait des études dans les éditions. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, le marché de l'édition au Québec c'est extrêmement fermé. Ça, c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Alors, j'ai fait un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en édition à l'Université de Sherbrooke. Alors, l'Université de Sherbrooke, ils ont un campus à Longueuil. Alors, c'est là où j'ai fait ma formation. Sauf que trouver le travail dans le milieu comme tel, c'était pas évident. Donc, du coup, je travaillais dans un autre organisme au Québec, complètement différent de ce dans quoi j'avais étudié. Et j'avais pas la perspective forcément de me lancer moi-même en fait à créer ma maison d'édition parce que on vient un peu de culture où on ne pense pas entreprendre. Tu sais, je suis africaine, africaine d'origine et on ne pense pas forcément à entreprendre quand on va à l'école tel qu'on est élevé. Moi, j'avais pas cet esprit d'entrepreneuriat là. Alors c'est vraiment ici en Ontario que tout s'est déclenché et je pense que
l'environnement ontarien est propice aussi à cela. Je veux dire, on est capable de prendre des risques. On est aussi capable de voir le potentiel qu'on a parce que moi, je n'avais pas la vision d'une francophonie ontarienne avant que je m'installe ici en Ontario. Je n'avais jamais entendu parler des francophones de l'Ontario parce que tout ce qu'on entend quand on est au Québec, surtout, c'est l'anglais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas recommencer à zéro. Alors, j'arrive en Ontario et je vois que non seulement il y a une partie de la population qui parle français, mais en plus que le français est très valorisé. Alors, moi, ça va vraiment donner beaucoup d'espoir en fondant ma maison d'édition, surtout que je me suis positionnée aussi sur le marché francophone. Donc, c'est un choix aussi de ce côté-là. Et c'est un choix. Tu n'es pas sans ignorer, Suzanne, que le Canada et le monde entier traversent en ce moment une crise, la COVID-19. Alors, dis-nous, comment tu arrives à te maintenir face aux effets négatifs de cette pandémie-là sur l'économie, particulièrement les petites entreprises comme la tienne? C'est sûr que quand l'annonce de la pandémie l'année dernière, j'étais en pleine activité. Je venais de terminer un projet avec Épelle-moi Canada. Je dis bonjour à Dorine en passant. Je venais de terminer le projet avec Épelle-moi Canada. Donc, on avait fini les lancements au mois de février. Et j'ai travaillé aussi sur un autre projet avec la CEI, l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Donc, je n'ai pas tout de suite senti les contre-coups de la crise parce que j'étais bien occupée. Et au même moment aussi, je venais de lancer du moins le processus de rédaction, de publication de mon ouvrage, L'exercice de la francophonie. Alors, j'ai pas senti ça tout de suite. C'est ce qu'en avançant dans la crise, surtout que là, on ne savait absolument pas où est-ce qu'on allait avec ça, combien de temps est-ce que ça allait durer, quelles répercussions est-ce que ça allait avoir sur nos activités. Moi, c'était plus un moment propice justement pour faire avancer les projets que j'avais sur le feu. Alors, c'est sûr qu'au courant à partir de l'automne, effectivement, là, on commence vraiment à se poser des questions parce que là, on est en train de publier le premier ouvrage. Il y a une question maintenant de visibilité pour cet ouvrage. Qui va le lire? Comment est-ce qu'on va s'organiser pour les salons de livres? Alors, toutes ces questions commencent à faire surface. Alors, la bonne chose que je dirais, et puis je pense que ça vaut la peine de saluer aussi des initiatives qui se sont un peu créées autour de la COVID. Moi, j'ai suivi le programme de réactivation économique avec, du moins conjointement organisé par la CCO et la SCO, donc la coopération, le Conseil de la coopération d'Ontario et la Société économique de l'Ontario. Et ce sont des ateliers qui permettaient justement aux entrepreneurs de se réinventer. C'est le mot qui a vraiment été utilisé en 2020, de revoir les façons, les pratiques, de revoir comment continuer à avancer malgré la crise. Et je pense que c'était un programme qui m'a énormément apporté en termes de soutien, même moral, de voir comment on pouvait quand même réussir à rester à flot. Et je pense que c'est l'une des activités qui m'a vraiment permis de rester debout, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, pour dire que cette formation, cette activité-là, c'est une formation, c'est ça, hein? Oui, c'était un ensemble d'ateliers, en fait, qui d'ailleurs, ça achève à la fin de ce mois, ce programme-là. Mais en fait, ils avaient invité des entrepreneurs, des experts, et on avait traité de différents sujets, à partir du marketing, du réseautage, tout ce qui se fait électroniquement, comment peut-être pour ceux qui n'avaient pas encore fait le passage sur les plateformes électroniques, comment est-ce que passer à faire la transition en fait pour offrir les services en ligne. Et puis il y avait beaucoup de réseautage aussi, donc ça donne la possibilité aux entrepreneurs d'échanger entre eux, de partager les expériences et puis de sortir aussi de l'isolement parce que malheureusement c'était aussi une réalité là qu'on rencontrait parce que tout le monde était un peu terré chez lui et les occasions étaient rares en fait d'échanger. Ok. Suzanne, nous venons de terminer l'histoire du mois des Noirs et aussi nous achevons depuis hier, c'est ça, c'était la dernière journée du mois de la francophonie. Dis-nous un peu quelle importance ont ces événements pour toi et pour tes activités en général.
Ben, merci pour la question. Alors, le mois de l'histoire de Noir, ben, les éditions Terre d'accueil l'ont souligné en présentant justement dans le livre Les visages de la francophonie de la région de Durham, les trois visages afrodescendants du livre. Et pour nous, c'était important de le faire parce que de plus en plus aussi, je pense que c'est aussi le mandat de la maison d'édition, c'est de montrer la force et la contribution des minorités. Parce que quand on parle de Noirs ou même quand on parle de francophones, on parle de minorité. Ça, c'est un peu le mot-clé là qui ressort, mais c'est toujours de savoir comment est-ce qu'on perçoit cela. Est-ce que quand on dit minorité, ça devrait être dans un sens négatif ou alors quand on dit minorité, ça renvoie à quoi concrètement? Alors, nous, on l'a souligné avec les trois visages afrodescendants, mais c'était vraiment pour démontrer que ces personnes ont eu un impact considérable dans la communauté francophone de notre région ici à Durham, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup dans d'autres régions qui font un travail extraordinaire. Alors, pareillement pour le mois de la francophonie, évidemment, comme je disais tantôt, notre positionnement avec les éditions Terre d'accueil, c'est vraiment d'être dans la francophonie et c'est un choix assumé parce que nous sommes en Ontario et puis nous sommes considérés comme francophones minoritaires. Mais moi, je dis toujours que c'est fait de faire de nos faiblesses des forces. Alors, comment est-ce que on prend ce qui est supposé être une faiblesse pour en faire une force? Et je pense que c'est vraiment le message que moi, j'essaye de véhiculer à mon niveau avec la maison d'édition. OK. Faire de nos faiblesses des forces. Toi qui es entrepreneur et aussi volontaire dans plusieurs autres activités et communautés, dis-nous un peu, est-ce que tu penses qu'il est possible aujourd'hui de vivre et assumer pleinement sa francophonie sans être toutefois associé à quelques communautés ou actions communautaires francophones qui soient? Oh, ça, c'est une bonne question. Comme je disais tantôt, je pense que je vais revenir là-dessus. On est déjà minoritaire avec la langue française. Alors, si en plus de ça, on commence à créer des scissions dans la francophonie en disant j'appartiens à telle communauté, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi pouvoir trouver la force dans l'union, mettre nos engagements en commun. Et j'apprécie beaucoup l'initiative qui a été prise. Je pense que c'est la ministre, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, il faudra que je vérifie, je pense que c'est ce mois de juin, qui a un sommet de rapprochement des francophonies canadiennes. Alors, c'est vraiment montrer qu'ensemble, on peut être plus fort. Et moi, j'évite au maximum de créer des scissions dans la francophonie qui est déjà assez fragile. Alors, on peut très bien vivre en français, s'identifier comme francophone sans pour autant commencer à s'identifier d'abord comme appartenant à telle ou telle communauté. Moi, depuis que je suis en Ontario, je m'identifie d'abord comme une franco-ontarienne, avant toute chose. Oui. Une franco-ontarienne avant toute chose. Oui. Tu assumes ton appartenance à la communauté francophone. Absolument, pleinement. Je revendique. OK. OK. Quand on voit ton ouvrage, ton livre, dis-nous, ouais, tu as dit que ta maison d'édition a été créée il n'y a pas très longtemps. C'est lequelième cet ouvrage? La troisième année. C'est le premier titre de la maison d'édition qui s'appelle Les visages de la francophonie de la région de Durham, qui est sorti au mois de décembre 2020. Sorti au mois de décembre 2020. Il est assez récent quand même. OK. Oui. Quand on voit cet ouvrage, je le présente à les personnes qui nous suivent en ce moment. Les visages de la francophonie, région Durham. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs visages qu'on connaît dedans et il y en a qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc, tu présentes dans ce livre beaucoup de visages qui contribuent à l'épanouissement de la francophonie dans la région de Durham. Donc, question, pourquoi avoir commencé par Durham? Parce que tu y habites, tu connais mieux cette région? Absolument. Je pense que la moindre des choses, c'était de rendre hommage à ma terre d'accueil à moi.
Alors, j'ai commencé par Durham parce que quand je suis arrivée dans la région en 2017, évidemment, le premier réflexe, c'est de chercher du travail. Et quand j'ai trouvé du travail, j'ai constaté que je travaillais en français et mes enfants allaient à l'école en français. Alors, évidemment, moi, dans ma tête, les questions ont commencé vraiment à surgir. Alors, oui, il y a la vie en français. C'est pas du tout ce qu'on connaît quand on est de l'autre côté, quand on est dans une autre province. Surtout que beaucoup de personnes m'appelaient pour dire comment tu t'adaptes, comment est-ce que ça se passe. Je disais, j'ai pas vraiment besoin d'adaptation parce que tout se passe très bien. Je travaille en français, mes enfants vont il y a une vie en français, en fait. Et là, c'était de savoir, mais qui est derrière toutes ces écoles, tous ces organismes-là? Et en creusant, justement, j'ai constaté qu'il n'y avait rien de données, d'archives, de mémoire vive, en fait, de la communauté. Rien d'écrit dans ce sens-là. Alors, c'est vraiment d'où est venue l'idée. Et c'est à ce moment que j'ai parlé avec des personnes que je connaissais déjà. Et comment ces personnes-là que tu as approchées ont reçu ce projet-là? Extraordinairement bien. Elles étaient déjà très flattées qu'on les approche dans ce sens. Il y a même quelqu'un qui l'a dit, Marcel Jean, qui a dit que j'avais réalisé son rêve parce que quand je lui ai présenté le projet, il m'a dit ça nous manque quelque chose comme ça parce qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien dans la région qui parle de ce que les pionniers ont fait. Et volontairement, j'ai voulu vraiment repartir enfin, pour ceux qui sont encore en vie. Là, on est quand même remonté à 70 ans de présence francophone dans la région. Et quand on voit les visages, en fait, ils sont présentés de façon chronologique. Mmh. Donc, le premier qui est ici arrivé Monsieur Gagnon, il est arrivé en 1950. Le 22 novembre 1950, j'ai retenu la date. Ouais. Et alors, en 2020, ça faisait 70 ans, en fait, que la communauté francophone s'est réellement formée dans la région. Et on voit successivement, à travers le livre qui est présenté aussi sous forme de ligne de temps, comment est-ce que les choses ont évolué. On part de zéro école, la première école, après les écoles secondaires, et puis le réseau des garderies et les organismes communautaires francophones. Et il y a vraiment des visages qu'on peut mettre à chaque étape du processus, en fait. Et c'est vraiment ce que je voulais réussir à matérialiser et saluer aussi tout le travail qu'ils ont fait depuis toutes ces années. D'accord. Réaliser tout le travail qu'ils ont fait depuis toutes ces années. Très bien. Est-ce qu'on doit s'attendre à étendre ce travail, ce projet à d'autres régions, pas seulement à Durham où tu vis, qui t'a donné, qui t'a reçu? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce travail, ce projet-là soit étendu aussi à d'autres régions de l'Ontario? C'est l'objectif. Honnêtement, moi, en lançant ce projet, j'en ai parlé d'ailleurs avec les membres de mon conseil d'administration. L'objectif, c'était d'étendre le projet dans d'autres régions. Et j'ai déjà été approchée par 3 régions en Ontario pour faire le livre. Bon, rien n'a encore été finalisé, mais on est vraiment bien parti pour voir les visages de la francophonie d'autres régions, d'autres pionniers, d'autres bâtisseurs de communautés francophones, franco-ontariennes saluer et puis célébrer. Donc, oui, c'est voulu et puis probablement ça va se faire dans les prochaines années. Dans les prochaines années. C'est clair que ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens, tout ça. Et, oui, il faut, c'est sûr que si c'est dans d'autres régions, il faut des porteurs de projets, il faut minimalement un organisme ou une personne qui va répondre de l'autre côté pour que moi pour faire le pont avec la maison d'édition. Mais ensuite, moi, c'est un projet que j'ai absolument adoré faire parce que j'ai beaucoup appris, même de l'histoire des francophones, de l'histoire de ces personnes aussi. Et les personnes qui se sont procurées le livre à date m'ont dit qu'elles ont beaucoup appris aussi de la formation de la communauté. Et c'est un ouvrage aussi qui est très intéressant pour les conseils scolaires, pour les écoles d'ailleurs, qui se sont procurés des copies. D'accord. Votre projet, ton ouvrage est vraiment bien. Je te félicite. Merci. Pour cela.
chapeau, bravo. Mais en même temps, on va parler, ça m'amène à te demander pour l'extension, c'est-à-dire sur d'autres gens qui t'ont contacté, tout ça. Je me demande comment est-ce que ça va se faire, le financement, parce qu'on n'est pas sans ignorer, tu n'es pas sans ignorer un peu le problème que rencontrent plusieurs qui ont dû fermer boutique, plusieurs entrepreneurs de la minorité qui n'ont pas forcément accès, qui ont difficilement accès, qui n'ont pas du tout accès au financement pour développer les communautés, pour réaliser un peu leurs projets. Je ne sais pas si tu en es consciente et est-ce que tu as rencontré ça depuis que tu as lancé ton organisme? Tu peux partager cette expérience, si c'est le cas, tu peux partager cette expérience avec nous? Ah oui, absolument, absolument. Alors, en fait, la maison d'édition, elle est conçue sur un modèle spécifique. Alors, d'un côté, il y a l'édition traditionnelle. Donc, un auteur envoie un manuscrit et puis on signe le contrat d'édition et c'est l'éditeur qui prend en charge tous les frais jusqu'à la sortie du livre. Ça, c'est l'édition traditionnelle. Alors, l'autre côté de la maison d'édition, c'est qu'on offre des services, les projets spéciaux. Et justement, le projet avec Épelle-moi Canada et le projet avec la série, c'était des projets spéciaux. Alors, c'est des projets qui sont financés par le client. Ça veut dire que nous, on offre de l'accompagnement, donc dans la gestion de projet, donc du début à la fin du projet. Donc, j'appelle ça des projets clés en main. Et c'est dans ce sens que les projets, en fait, sont financés. C'est ça qui permet de maintenir un peu les activités de la maison d'édition. Alors, oui, c'est ça. Donc, pour les titres, bon, les prochains visages dans d'autres régions, évidemment, c'est sûr que nous, on ne peut pas assumer les coûts tout seul. On va être sûr là-dessus. Donc, nous avons trouvé une formule à l'interne, de faire en sorte que, oui, le projet va être financé par l'organisme porteur du projet, dont la personne qui va nous approcher pour dupliquer le projet dans sa région. Mais la bonne chose, c'est qu'eux, ils pourront récupérer complètement leurs sous sur les ventes des ouvrages. Donc, nous avons trouvé une formule comme ça pour qu'elle soit gagnant-gagnant des deux côtés. D'accord, formule gagnant-gagnant, c'est très bien. En gros, qu'est-ce que tu as appris? Parce que il faut avoir fait des recherches sur ces acteurs de la francophonie, là. En gros, à la fin de la journée, est-ce que tu as eu un coup de cœur? Est-ce que tu as eu un coup de cœur si deux ou trois de ces personnes, tu dis, waouh, je savais pas, et puis voilà, c'est vrai que peut-être que tu as sûrement apprécié tout le monde, mais est-ce que tu as eu des coups de cœur? Oh là là, voilà. Ça c'est pas une bonne question. C'est pas une bonne question. Honnêtement, chacun à son niveau m'a beaucoup apporté, beaucoup appris, surtout les personnes que je ne connaissais pas du tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le projet, évidemment, quand j'ai lancé l'idée d'avoir le projet, la personne qui m'a donné la première liste, que j'ai remerciée dans le livre, Francine Maillet, elle m'a donné une liste des noms, je connaissais pas. Au départ, on était parti sur 12 personnes que j'ai approchées. Et plus je parlais avec les gens, on me disait, mais il faudrait ajouter tel. Mais ma question, c'était toujours, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, parce qu'il fallait pas juste mettre des personnes. Exactement, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on est venu finalement avec de 12 noms, on est passé à 20 noms. C'est sûr que chacun apportait quelque chose de précieux, mais le coup de cœur, je dirais, Marius Gagnon, le premier, en fait, le pionnier de tous, je pense qu'ils ont un peu tous en commun, c'est l'humilité. J'ai retrouvé ça chez tout le monde parce qu'ils se sentaient un peu gênés d'être mis en avant comme ça en sachant qu'ils n'avaient pas travaillé seuls. Donc, ils ont bien mentionné qu'ils n'ont pas fait seuls, c'était un travail d'équipe, mais toujours est-il que, comme je leur ai dit, il fallait un porteur de projet, il fallait une tête pensante et ils ont été cette tête pensante. Donc, je pense que chacun à son niveau m'a beaucoup inspiré. Et par contre, si tu permets ici, je tiens quand même oui, vas-y. À souligner, il y a 2 personnes qui sont décédées dans le processus de publication de notre ouvrage. Et c'est des personnes qui ont énormément... Dans le processus, tu veux dire, tu avais commencé, puis elles sont décédées après, ensuite. Oui, parce que le livre est sorti en décembre. Le docteur Raymond Léger est décédé au mois de novembre. C'est le fondateur de l'Amicale.
tu connais un peu l'amicale, le centre communautaire francophone. Oui. Alors, il est décédé au mois de novembre. Et puis, au mois de décembre, quelques jours avant la sortie du livre, c'était monsieur de Raymond, Robert W. Filion, qui nous a quittés aussi. Et c'est un départ qui m'a beaucoup attristée parce que je l'ai connu personnellement. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui aussi. Et je lui ai parlé la veille de son décès. Donc, c'est vraiment survenu quelques jours avant la sortie du livre. La veille de son décès. La veille de son décès, on s'est parlé. Il prenait les nouvelles du livre et donc c'était un gros coup quand même et c'était une grosse perte pour la communauté tout entière parce qu'il a beaucoup contribué à cette francophonie à laquelle il tenait. Donc c'est des personnes que je veux encore saluer ici et saluer toute leur implication parce que je pense qu'on leur doit beaucoup. D'accord, on leur doit beaucoup en tout cas. T'as dit que c'est des personnes qui t'ont été recommandées à la base. Il y avait une trentaine de personnes, à la base, une douzaine. T'as dit oui, combien au départ? À la base, c'était 12 personnes. 12, ouais. 12 personnes. Sauf que, en fait, quand je faisais les entrevues, surtout quand j'ai commencé avec ce que j'appelle les pionniers, ceux qui étaient là dans les années 50, ils sont là depuis, donc ils connaissent à peu près qui est qui a fait quoi. Alors, je ne manquais pas de donner les noms que j'avais. Et je demandais, est-ce que vous pensez qu'il manque quelqu'un à ma liste? Et la liste a été bonifiée comme ça au fil du temps. Et quand j'entendais les personnes, enfin, j'appelais les personnes pour demander, est-ce que vous voulez bien témoigner dans le livre? Il y a 2 personnes qui honnêtement m'ont dit non, on n'a rien fait d'extraordinaire, sinon d'être en appui aux autres. Donc, c'est pas vraiment notre place. Mais les autres personnes, les places étaient vraiment légitimes et justifiées, oui. D'accord, ok. On remarque qu'il y a des personnes de la minorité visible à qui tu as fait un clin d'œil qui apparaissent dans cet ouvrage-là. Je reconnais un visage tout de suite qui m'est très, très familier, Olga Lambert. Olga Lambert qui traverse entre moments des moments qui... Elle est très forte, je la connais personnellement, elle est très forte, mais elle connaît encore malheureusement un énième cancer. Et cette femme-là qui connaît beaucoup depuis plus 25 ans, qui a au moins 25 ans à son actif en termes de bénévolat dans la communauté. Oui. Comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle-là? Et puis, est-ce que tu es en contact? Comment tu communiques avec elle souvent? Comment est-ce qu'elle va? Mais Olga, c'est le genre de personne quand on rencontre, on s'attache déjà facilement à elle. Et elle sait aussi communiquer son amour pour la francophonie, son amour pour les gens. Et ça transparaît beaucoup même dans son témoignage. Je pense que quand on a fait l'entrevue avant Covid, je pense qu'on a fait 4 heures juste à parler, à échanger, à communiquer. Et j'ai découvert, je l'ai découvert vraiment parce que je la connaissais un peu de loin. J'ai énormément appris d'elle et c'est une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup. Elle a vraiment eu la gentillesse d'accepter de participer au panel de discussion que j'avais organisé pour le mois de l'histoire des Noirs. Et là, j'avais déjà les nouvelles de sa santé. Elle me disait, non, ça va aller, je pourrais faire cet effort. Je sais que tu peux compter sur moi et ça m'a vraiment touchée. Et moi, je me suis dit, si tu veux, on peut faire juste 30 minutes si tu es fatiguée. Elle a tenu plus d'1 heure. Et après ça, on s'est encore appelé, on s'est encore parlé. J'ai pas manqué de la remercier. Donc, quand j'ai appris pour sa maladie, comme tu l'as dit, c'est pas d'hier, hein. Elle guérit, elle se remet et puis ça revient tout le temps. Tout de suite, j'étais pas très sûre. Est-ce que c'était une blague? Parce qu'on m'a envoyé un message, on m'a dit, est-ce que tu as appris ça? Tout de suite, on veut pas vraiment l'admettre parce qu'il y a pas quelques jours qu'on s'était encore parlé. Donc, j'ai demandé confirmation auprès de personnes proches d'elle qui m'ont dit effectivement c'est la réalité et il faut absolument l'évacuer en Europe. C'est très difficile, surtout quand on se sent un peu démuni face à ce genre de situation. Et je pense que comme on le fait, comme la communauté le fait, c'est de la soutenir, c'est de lui envoyer des ondes positives, c'est de prier pour elle aussi. Et oui, c'est une personne forte, oui, elle est courageuse, elle est brave.
Mais très souvent aussi, ce genre de personnes, surtout ce genre de personnes ont encore plus besoin de soutien parce qu'elle a de jeunes garçons qui ont connu leur maman malade tout le temps. Elle a une maman qui compte aussi sur elle. Donc, c'est des situations dans lesquelles on se sent un peu démuni. Et puis, je lui envoie encore plein de bisous. Et on prie que tout aille bien et qu'elle puisse vraiment réussir à faire ce voyage-là qui va certainement changer le cours des choses. Voilà. D'accord. Je rappelle que notre amie Olga, notre dévouée Olga, recherche l'aide de tout le monde, a besoin d'aide. Est en train il y a une levée de fonds qui est organisée en ce moment pour qu'elle puisse faire le voyage afin de se faire soigner en Allemagne où il aurait un spécialiste qui sait le faire. Donc, elle a besoin de vous. C'est autour de, je crois, si je ne me trompe pas, au moins 150 000 $. Il y a des personnes de bonne charité qui ont commencé déjà à réagir. Maintenant, elle a besoin de nous. C'est aussi ça, la solidarité francophone. On doit exprimer notre soutien face à cette situation-là. Je remercie personnellement les personnes qui l'ont déjà fait et puis elle a besoin de nous. Merci encore à toi, Suzanne, pour les informations que tu nous as données. Et on revient sur cet ouvrage. Je vais te poser une question sur la francophonie. Aujourd'hui, quel état, toi qui es éditrice et tu es aussi volontaire dans plusieurs, comme je l'ai dit en introduction, sur plusieurs projets et activités. Comment tu vois aujourd'hui, tu perçois la francophonie depuis ton arrivée en Ontario jusqu'ici? Est-ce qu'elle est encore plus dynamique ou c'est quoi l'état, selon toi, l'état de la francophonie en Ontario? C'est sûr que moi, je l'associais pas francophonie Ontario avant que je sorte du Québec. Donc, c'était une découverte pour moi de savoir que on pouvait vivre en français en Ontario. Alors, si je me réfère un peu aux événements de décembre 2018, à savoir le mouvement de résistance, je pense qu'on a vraiment vécu un moment historique dans le sens où on a vu les francophones se lever pour des causes qui leur tenaient à cœur. Et je pense que de plus en plus, c'est ça qui arrive. Chacun à son niveau, chacun dans sa communauté, chacun avec ce qu'il bâtit. Et ma perception au jour d'aujourd'hui, peut-être en tant qu'éditrice, en tant qu'actrice aussi de la cause, en travaillant dans la communauté francophone, je pense que on devrait être plus solidaire encore. On devrait être encore plus soudés parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que oui, des moments comme le mouvement de résistance, ça arrive de temps en temps, mais des autres occasions, des autres circonstances où on peut un peu plus se lever. On a vu un peu tout ce qu'on traverse avec la COVID. Il faut plus de solidarité à mon sens. Plus de solidarité entre les communautés déjà, je veux dire même dans les différentes régions et aussi même avec les organismes. Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour bâtir une francophonie plus forte? OK, plus de solidarité. Oui, vas-y. On est peut-être, je ne sais pas si on est conscient de cela, mais c'est très fragile, hein, la francophonie. Il faut vraiment qu'on prenne conscience c'est une force. Comme j'ai dit tantôt, être francophone en Ontario, c'est une force et il faudrait qu'on soit capable de réaliser cela et de capitaliser là-dessus. Comment est-ce qu'on peut se mettre plus en avant, en fait? D'accord. La francophonie a besoin encore plus de solidarité. Je suis d'accord avec toi, Suzanne. On revient au livre « Les visages de la francophonie, région de Durham ». Oui. Ouais. Il y a eu quelqu'un qui, le commissaire à la francophonie, bien sûr notamment, qui a préfacé cet ouvrage-là, François Boileau. Oui. Monsieur Boileau. Très belle plume d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que cette expérience avec lui? Vraiment une belle expérience parce que c'est sûr que quand on sort un livre comme ça, on veut aussi
donner la parole à un peu un parrain dans le sens où, oui, on a nos pionniers à Durham, mais ce qui est déjà beaucoup ressorti, même avant on ne rentre en contact avec Maître Boileau, c'était comme, je dirais, les trois dossiers importants qui sont ressortis dans la région de Durham. C'était l'éducation. On a vu, même dans le livre, on va voir beaucoup de personnes qui se sont impliquées à ce niveau-là, les premiers directeurs d'école, les premiers conseillers scolaires, les gens qui sont allés chercher des enseignants au Québec parce que ça nous prenait absolument nos écoles francophones. On a le dossier aussi de la santé des aînés. Et puis, justement, avant même d'arriver à la préface, on a eu l'intervention aussi de l'entité 4 en 4e de couverture et de Madame Diana Dame de l'Université de l'Ontario français, parce que le constat, c'était que les pionniers de la région de Durham ont bâti cette communauté. C'était un peu comme des visionnaires, parce que on a réalisé que leurs actions aujourd'hui ont conduit, qu'on le veuille ou non, à ce qu'on connaîtra dans quelques mois la naissance de l'Université de l'Ontario français. Et ils se sont aussi beaucoup impliqués avec Entité 4 dans les dossiers de santé, surtout la santé des aînés. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que nous avons fait appel à Maître François Boileau, parce que on sait très bien qu'il a été aussi très impliqué dans notre communauté, surtout aux côtés de Madame Landry pour le dossier de désignation de la région de Durham, que nous n'avons pas encore. Et nous trouvions que c'était légitime de lui donner cette place, justement, pour célébrer nos francophones et aussi que lui aussi puisse parler de son implication en tant qu'ancien commissaire des services en français de l'Ontario. Donc, il a beaucoup apprécié cette invitation et il nous a fait aussi un très beau message quand il a reçu le livre physiquement en main. Il était très content, oui. Et comment se comporte en ce moment l'ouvrage dans les livres? Comment tu le vends ça en ligne en ce moment? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, en ce moment, il est disponible sur notre site internet www.d'accueil.com. Il est en fait, principalement, c'est la meilleure façon de se procurer le livre. Le réseau de librairies, comme on le sait, est très, très fragile. La dernière en date a fermé, Mosaïque, a fermé il y a quelques années. Oui. Alors, oui, donc le livre est disponible directement sur notre site Internet ou alors, si des personnes veulent un plus gros volume, elles peuvent aussi directement rentrer en contact avec moi. Et c'est beaucoup plus de la vente directe, que je dirais. Parce que on approche les écoles, on a approché les organismes communautaires, on approche aussi des universités parce que c'est un livre qui est très intéressant pour des recherches, surtout des personnes qui travaillent pour des communautés linguistiques en situation minoritaire. Alors, ça intéresse aussi beaucoup ce type de personnes. Donc, on approche les universités. On approche aussi tout ce qui est conseil scolaire, organismes communautaires. Et puis, prochainement, on va travailler à mettre le livre dans les réseaux des bibliothèques communautaires, municipales, ce genre oui, progressivement. On voit que tu as une bonne stratégie de distribution, en fait, voilà. On fait ce qu'on peut, hein. C'est sûr qu'à nos débuts comme ça, surtout que c'est un ouvrage assez ciblé, les gens voient Durham et puis se disent ça nous intéresse pas, mais non, c'est vraiment, c'est un bon ouvrage aussi, même au niveau pédagogique et historique, pour mieux comprendre encore nos communautés et savoir que si ces personnes n'avaient pas agi comme elles l'avaient fait, on ne serait certainement pas ici aujourd'hui. Donc, il y a tout un symbole là-dedans aussi. Il y a tout un symbole. Donc, les visages de la francophonie, région de Durham. Si vous ne connaissez pas ce livre-là, je la reçois aujourd'hui, Suzanne Kamninang. Elle est fondatrice des éditions Terre d'accueil. Elle est aussi éditrice de cet ouvrage, c'est ça? C'est ce que je dois dire? Auteur. Ok, auteur. C'est quoi la différence, en fait, toi qui es dans le domaine?
Ben, l'éditeur, c'est celui qui, pour faire simple, c'est celui qui accompagne l'auteur dans le processus éditorial. Donc, le processus de publication de son ouvrage. Donc, il peut le conseiller sur le genre littéraire, il peut conseiller sur la structure de son texte. Donc, c'est tout le travail d'accompagnement de l'auteur. Mais l'auteur, c'est celui qui rédige un ouvrage. Ouais. Donc bon, dans ton cas d'espèce, tu es fondateur d'une maison d'édition, tu es auteur de cet ouvrage et tu l'as édité aussi, en fait, c'est ça? C'est ça. Je l'ai édité aux éditions Terre d'accueil. Aux éditions Terre d'accueil. Donc, tu étais à la base et à la fin de tout le processus. Absolument. C'est ça. D'accord. Du début à la fin. Du début à la fin. Du début à la fin. C'est pas un peu lourd, non? C'est pas pour une jeune éditrice, une jeune fondatrice, c'est pas un peu lourd. Quand on aime ce qu'on fait, c'est ça. On sent pas. Non, j'ai pas du tout trouvé ça. Mais c'est sûr que la période Covid aussi était propice, hein. Donc, on était vraiment. Mais j'avais commencé les entrevues au mois de janvier 2020. Et quand on a annoncé le confinement, ben, j'ai continué au téléphone avec les entrevues. Et puis, il y a eu la transcription de toutes les entrevues. Il y a eu beaucoup de recherches aussi, à savoir ben, comment est-ce que situer les différentes périodes, les différents temps forts de ce qui s'est passé dans la communauté, comment les situer en fonction de tout ce que les personnes nous ont… Suzanne, quand tu donnes ces dates-là, apparemment, le projet, il allait assez vite. Hein. Ça veut dire que les personnes qui… En combien? En 10 mois. Oui, 10 mois. C'est dans le domaine de l'édition. C'est assez vite quand même, ou bien c'est… Oui, comme je dis, c'était quand même un peu suicidaire, mais normalement, un projet comme ça, à peu près une année, une année, ça va. Ça varie des fois, mais ça varie pour celui-là, quand même, c'était costaud. C'était costaud parce que… Donc, on pourrait parler de… En 10 mois, tu sors quelque chose qui a de la qualité, et peut-être l'une des raisons, c'est que… c'est quoi les personnes qui ont reçu ce projet, que tu as contacté, ont bien aimé ce projet-là, donc ça allait un peu plus vite, n'est-ce pas? Oui, en fait, une fois que j'ai recueilli j'ai fait toutes les entrevues, ben après, c'était vraiment à moi j'avais un calendrier, normalement, il devait même sortir au mois de novembre, mais bon, il y a des aléas, comme partout. Mais la difficulté, évidemment, c'est 20 personnes. Donc, la difficulté après, c'est de retourner vers ces personnes avec leurs témoignages en disant, mais est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai écrit? Parce que une fois que je retranscris, que je mets en forme, ben, du coup, quelqu'un me dit, ah non, cette information, du coup, il faut l'enlever. Non, je suis pas née en 1936, je suis née en 1939. Donc, il fallait revoir ça. Ouais. Et en fait, j'ai retourné à chacun sa partie pour qu'il puisse relire et me confirmer que les informations qu'il m'avait communiquées étaient les bonnes informations. Et c'est là où ça a été un peu laborieux parce que il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'ordinateur, donc il fallait qu'on le fasse au téléphone, où j'avais des questions. Mais bon, comme je dis, c'est quelque chose que j'adore, donc j'ai pas vu non. C'est pas, oui, c'était pas. La motivation était plus que la difficulté, quoi. Fallait pas voir la difficulté comme une barrière. Oui, c'est ça. Moi, je voyais le produit final. Je voyais surtout aussi l'impact que ça allait avoir. Surtout que, ben, comme j'ai dit tantôt, pour Dr Léger et Monsieur Filion qui sont décédés entre-temps, oui, j'ai eu mal sur le coup, mais je me suis dit, heureusement que j'ai pris les témoignages avant. Parce que, ben, autrement, ben, ça allait être un gros morceau de l'histoire de la communauté avec lequel il partait, là. Donc, le timing était juste parfait, voilà. Donc, je voyais vraiment que, mais plus tôt je ferais le livre, mieux ça vaudrait parce qu'ils allaient avoir vraiment quelque chose de concret entre les mains. Suzanne nous a dit aussi que ce projet ne s'arrêtera pas seulement à la région de Durham, là où elle vit. La preuve, il y a 3 provinces, 3 régions déjà qui l'ont déjà contacté. Et s'il y a une région qui est intéressée pour ce projet-là, qui n'a pas encore contacté Suzanne, allez sur son site, les maisons. Oui, allez-y, mes coordonnées sont là. N'hésitez pas à communiquer parce que je regardais encore tantôt, on parlait je pense, le thème ben, le mois de l'histoire des Noirs, le thème, c'était l'avenir, c'est maintenant. La semaine de la francophonie, on a dit c'est s'engager à sa façon. Mais
ça rejoint encore beaucoup mon livre parce que quand on parle d'avenir, il faut bien qu'il y ait un passé. Et si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est aussi dans cette optique-là que pour une communauté comme, du moins celle de Durham, qui n'avait aucune trace des réalisations de ces pionniers, je trouve que sans trop me vanter, je pense qu'on a bien rattrapé le tir avec ce livre-là. Donc, Suzanne, je connais des personnes qui, Malisa Capital, depuis longtemps à ce projet-là, mais nous n'avons pas encore les moyens, on pense ça. Je connais des personnes qui, en termes de vidéos, veulent faire le même projet que toi, que tu l'as fait au niveau de l'Ontario. Je crois qu'elle est rentrée en contact avec toi, avec tout le travail avec l'expertise que tu as déjà là, en termes de documentaires qui veulent le faire. Je crois que ce sera une très, très bonne collaboration parce que j'ai parcouru ton livre, là, il est vraiment bien. C'est un travail qui est très bien fait. Je suis pas un spécialiste, mais quand je vois la qualité, le contenu, vraiment encore bravo. Bravo. Merci. Et puis, merci, la contribution de Monsieur François Boileau dans la préface. Je peux que te souhaiter une très, très bonne continuation. Je te remercie. C'est un très beau travail. C'est un très beau travail. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Suzanne? Merci pour l'invitation. Merci à Malisa Capital aussi pour votre travail parce que c'est ça qui fait aussi que la francophonie continue de grandir et d'être encore beaucoup plus ancrée dans notre belle province. Et moi, je pense que les initiatives comme la vôtre, ça sert justement à renforcer notre présence en Ontario et peut-être ailleurs dans la francophonie. Et je pense que merci beaucoup pour la plateforme que tu m'as donnée aujourd'hui. Non, mais c'est normal parce que nous, on participe comme tu le fais à travers ton livre, à promouvoir tout ce qui est francophone et puis ailleurs, ceux qui prennent de l'initiative, ceux qui prennent des risques pour participer au développement de la langue francophone ici et ailleurs. Très beau travail, je ne cesserai de le répéter. Tu es chez toi, Suzanne. Nous sommes disposés à te recevoir à n'importe quel moment. Et je rappelle à ceux qui nous prennent en marche, qui nous suivent, on a eu quelques minutes de retard vu un peu un problème technique. Je reçois des messages pour dire que non, il y a un problème technique, mais ouais, c'est réglé. On va le faire. On va monter cette vidéo là et puis la rediffuser encore une autre fois. Ne vous en faites pas et par bien d'autres occasions, inviter encore Suzanne. Donc, Suzanne Kaminan que je recevais dans notre émission, dans votre émission Sujet d'ouvrage, votre émission qui reçoit des personnages du monde de la littérature et qui fait une analyse des publications et sorties littéraires. Suzanne Kaminan est fondatrice des éditions Terre d'accueil et auteur de l'ouvrage Les visages de la francophonie, région de Durham, qui met en avant toutes les figures, tous les personnages de la francophonie de la région de Durham qui ont qui ont mis un pas, qui ont posé des actes qui ont fait grandir, à faire avancer la communauté francophone. Suzanne ne compte pas s'arrêter là. La preuve, elle a été contactée par plusieurs autres régions, notamment 3. Donc, je lance un appel pour ceux qui seraient notamment intéressés. Allez, rendez-vous sur le site des Terres d'accueil. Vous allez avoir ses coordonnées, la contacter. Vous pouvez commander aussi directement sur le site Internet. Et si vous avez des projets pour l'associer, pourquoi pas, contactez Suzanne des maisons Terre d'accueil. En tout cas, j'ai eu plaisir, Suzanne, à te recevoir aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt, Suzanne. Et très bonne fin de semaine. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci, au revoir.